Éviter l'enfer juridique de l'investissement immobilier en couple. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui parce que j'accueille un conseiller en gestion de patrimoine. Vous savez que j'ai fait mon petit master cette année et je me passionne sur la question et je me sens pas encore légitime d'en parler toute seule pendant des heures. Donc je me suis dit, pourquoi pas inviter un expert de la question pour discuter de la problématique que je trouve mais essentielle et qui est pour moi une lacune, une cause nationale qui devrait être, parce que les gens, ils ne sont pas assez formés à la question, c'est comment est-ce qu'on fait quand on est en couple et qu'on veut investir ensemble, de faire les choses intelligemment, à la fois pour prévenir une potentielle séparation, parce que même si on s'aime très fort, il faut quand même savoir que statistiquement, c'est très fréquent. Et deuxièmement, le cas du décès, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'un des deux va décéder. Qu'est-ce qui se passe? Qui hérite? Comment ça se passe? Et je me rends compte que plein de gens n'ont pas du tout conscience exactement de comment ça fonctionne. Dans plein de cas, on va notamment aussi parler du cas des personnes qui ont déjà eu un enfant d'une première union et qui se sont remariées. Enfin, il y a plein de cas assez complexes. Donc, l'objectif de cet épisode, c'est presque une petite masterclass. Donc, prenez des notes. J'espère que ça va vous intéresser. Et donc, salut Jérémy, je suis ravie que tu sois là. C'est Jérémy Doyen du podcast dont tu vas me dire le nom. Exactement, l'art de la gestion patrimoniale et du cabinet Bonnet et Doyen Conseil. Bonjour Dorine. Eh ben, je suis ravie de t'avoir ici. On va donc pouvoir discuter ensemble de tous ces cas. Toi, tu as été investisseur à titre personnel et tu conseilles au quotidien des personnes dans leurs investissements. Donc, je me suis dit que... Exactement. Déjà, je voulais te féliciter pour ton master de gestion de patrimoine. Moi, j'ai également fait un master qui est sûrement celui le plus réputé, c'est-à-dire celui de la gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand, l'OREP. Et donc, un master qui est sur le droit juridique et le droit fiscal. C'est pour ça aussi que je suis devant toi aujourd'hui. On va parler d'immobilier, on va parler d'investissement en couple. Je vais répondre à toutes tes questions. Et effectivement, je suis conseiller en gestion de patrimoine et j'étais ancien banquier privé chez BNP Paribas. Mais aujourd'hui, on est conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour notre propre compte, pour le cabinet Bonnet et Doyen Conseil. C'est parfait. Donc, je suis ravie. Alors, la première chose déjà, c'est que on va récapituler un petit peu la base, parce qu'on va voir ça vraiment comme une petite masterclass d'une heure. Donc, quand on est en couple, quels sont les 4 plus fréquents statuts juridiques du couple? On va enlever les trucs improbables, parce que voilà. Mais les 4 cas les plus fréquents quand on est en couple. Alors, c'est simple. Il en existe réellement 3, puis un 4e. Les 3 les plus fréquents, c'est l'union libre, le concubinage, c'est-à-dire que ni Pacs ni mariage, on vit ensemble. Ensuite, il y a le Pacs, que tout le monde connaît maintenant. Le Pacs, on le rappelle, on va à la mairie et on peut se paxer ensemble. On peut aller aussi dans d'autres... Enfin, en tout cas, pour se paxer, c'est très, très simple de se paxer aujourd'hui. Et enfin, le mariage. Et là, on parle souvent de communauté légale réduite aux acquets, c'est-à-dire un mariage sans contrat. La 4e option, parce que ça correspond quand même à 90% des mariages, ce mariage-là. Et les 10% restants sont souvent des mariages sous la séparation de biens. Donc ça correspond à 10% des mariages, la séparation de biens. Donc voilà un petit peu les 4 unions qu'on retrouve le plus souvent. L'union libre, le Pacs, puis le mariage, avec 2 régimes dans le mariage, la séparation de biens et la communauté légale réduite aux acquets, c'est-à-dire sans contrat. Alors, je précise aussi rapidement qu'il y a plus de régimes dans le mariage, mais on a décidé de simplifier. Je sais qu'il y en a qui écoutent, qui sont déjà des experts, et qui disent « Ah, mais non, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi ça et ça et ça. » En fait, on s'est dit, on va faire ce qui existe le plus courant. Donc... les 4 plus courts. Voilà, on va simplifier. La communauté universelle, il y en a plein d'autres. Enfin, voilà. Parce qu'on n'a qu'1 heure, donc il va falloir qu'on aille à l'essentiel. Et donc maintenant, imaginons, donc on va faire les 4 cas à chaque fois, parce que je trouve ça intéressant. Je suis en couple. Et je décide d'acheter avec mon concubin ou conjoint un immeuble de rapport, par exemple, ou un bien immobilier, ou une résidence principale, peu importe. Comment est-ce que, juridiquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je suis en concubinage, j'achète un bien avec quelqu'un, par exemple. C'est quoi? C'est parfait. C'est-à-dire que c'est la question parfaite. Quand on achète et quand on est concubin, c'est-à-dire qu'on vit ensemble en union libre sans aucun contrat, Pacs ou mariage, je le rappelle encore une fois, on achète ensemble, on est en indivision. Ça veut donc dire que si on achète un bien immobilier,
on achète le bien à 50-50 la plupart du temps, mais on peut aussi choisir d'autres prorata auprès du notaire, en fonction des apports de chacun ou du financement de chacun de l'opération. Ça, c'est important de le savoir. Quand on est pacsé, on est encore dans le régime de l'indivision. Et quand on est marié, on va rentrer dans un autre régime, effectivement. Et donc là, on va avoir plutôt un bien qui peut devenir commun, avec un régime qui n'est pas de l'indivision, mais plutôt un régime commun sur ce sujet-là. Alors, quand je suis donc en régime légal du mariage, c'est-à-dire le Exactement, régime sans par contrat. défaut, quand j'achète un bien, il rentre dans Dans la la communauté. masse commune, c'est-à-dire les biens qui sont communs, donc qui ne sont pas en indivision, ça rentre dans la masse commune. Et quand je suis en séparation de biens, C'est un bien qui reste indivis. donc ça reste comme une indivision, finalement, Exactement. comme dans le cas du Pacs et du concubinage. Tout Très à fait. bien. On protège en fait les patrimoines de chacun. Et ce qui est intéressant comme question, parce que ça c'est un cas que j'ai souvent, c'est des personnes qui vont me dire « Oui, mais du coup, on peut pas acheter à 50-50 parce que l'autre, il met plus d'apport que moi. » En vrai, c'est faux. J'imagine que tu es d'accord avec moi, qu'en fait, il y a des façons de faire quand quelqu'un a plus d'apport que l'autre et que le couple a vraiment envie de rester en 50-50. Alors, on peut tout à fait, effectivement, garder le 50-50. C'est avec le notaire qu'il faut voir ça. Concrètement, vous allez aller voir le notaire et vous allez dire, nous souhaitons acheter à 50-50 ce bien immobilier, malgré que les apports soient différents. Et c'est tout à fait possible de le faire. C'est juste dans l'acte notarié qu'il faudra notifier que c'est un 50-50 pour l'achat immobilier. Ça a des conséquences importantes, je le rappelle. Si vous achetez un bien immobilier à 200 000 euros, comme la plupart des Français, et que sur ces 200 000 euros, c'est monsieur ou madame qui apporte, ou monsieur et monsieur, enfin n'importe quelle personne qui apporte les 200 000 euros et l'autre n'apporte rien, eh bien de ce côté-là, vous allez pouvoir acheter à 50-50, oui, mais en cas de décès ou de séparation, il y a des conséquences. Vous achetez à 50-50. Ça veut donc dire que si, lors du décès ou de la séparation, qui intervient quand même dans un couple sur deux aujourd'hui, eh bien, il va falloir rappeler au notaire que l'apport venait de votre part. Et donc, il va falloir le justifier au final. Alors attention, il faudra bien garder tous les justificatifs comme quoi l'apport vient bien de votre part, pour dire qu'en fait, c'était un bien qui vous appartenait en partie, mais que vous aviez décidé de mettre dans la communauté ou de mettre en indivision à 50-50. C'est très important, cette notion-là. Oui, on est amoureux, oui, ainsi de suite, mais en cas de séparation, le 50-50 peut vous coûter de l'argent. Et d'ailleurs, donc, on a compris que, grosso modo, en fait, on peut faire un peu comme on veut. On peut faire comme on veut. Et il suffit juste d'en parler au notaire, et le notaire peut tout à fait inscrire sur l'acte et entre guillemets, préciser que... Voilà, que les 50 000 euros d'apport viennent de un tel, et c'est noté dans l'acte. Comme ça, en cas de séparation, il y a une sorte de dette qui est créée et on peut se réarranger pour pas que, entre guillemets, c'est comme une donation de 25 000 euros à l'autre. Exactement. Donc ça s'arrange. C'était juste pour dire aux gens que ça s'arrange et que c'est pas un frein total. Exactement. Il faut se protéger et la plupart du temps, c'est ce qu'on dit, nous, à nos clients, c'est que l'apport doit être en proportion de tout simplement l'acquisition. Mais ça dépend aussi des objectifs d'un couple. Je le rappelle, des fois, dans un couple, monsieur ou madame, ou monsieur, enfin, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais en tout cas, l'un ou l'autre peut tout simplement s'arrêter de travailler pour le bien du foyer. Et donc, s'il y a un arrêt de travail et que c'est pour le bien du foyer, c'est aussi logique, au final, que l'acquisition se fasse à 50-50, parce que c'est pour le foyer. C'est donc une cohésion du foyer qui est en jeu. Donc, je le rappelle, ce n'est pas parce que l'un apporte plus parce qu'il a continué à travailler ou parce qu'elle a continué à travailler et qu'elle rapporte beaucoup plus au niveau du foyer, qu'ils doivent acheter avec 90-10 parce que l'un a mis entre parenthèses sa vie pour l'autre. Donc c'est pour ça aussi que les acquisitions, la plupart du temps, vont se faire, dans la plupart des cas, à 50-50. Et c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Et surtout que les deux sont solidaires du prêt. Tout à fait. Et donc en fait, même si sur le papier, entre guillemets, l'autre avait plus de revenus que l'un que l'autre, bah en fait, l'autre est tout autant engagé sur le montant du prêt, parce que s'il y en a un qui finalement perd son travail, l'autre, il va être tout autant responsable pour rembourser le prêt. Le financement, effectivement, peut se faire à 1 ou à 2, encore une fois, mais si les deux sont considérés dans le financement, l'un ou l'autre doit rembourser. Exactement. Donc ça, c'est la première partie. Et je voulais quand même préciser le cas qui est assez intéressant, que quand on est marié sous le régime légal, on peut avoir envie d'acheter ensemble, mais peut-être que je vais utiliser 100 000 euros d'un héritage que j'avais reçu, ou que j'avais économisé de longue date. Et donc, ça m'embête quand même de faire ma donation à mon mari en même temps au moment où j'achète, parce que si je ne précise rien, par défaut, ça va être à nous deux. Et là, on remarque les études de Dorine. C'est ce qu'on appelle effectivement la clause de remploi de biens propres. Effectivement, quand on va toucher un bien par héritage, ou une donation par héritage, c'est succession ou donation, excusez-moi,
effectivement, on peut avoir un bien qui va appartenir à la personne, c'est-à-dire un bien qui reste propre à la personne, même si on est dans une communauté légale Reit qui fait que tous les biens qu'on va acquérir à deux par la suite vont devenir communs. Et ça, c'est une différence. Sur la partie bien propre, quand on touche quelque chose de propre et qu'on le réinvestit, il faut absolument utiliser la clause de remploi lors du réinvestissement. Sinon, effectivement, on va définir que c'est un bien qui est commun s'il n'y a pas de clause de remploi utilisée. Exemple concret, je touche, comme tu l'as dit, 100 000 euros, effectivement, d'une donation de mon père qui me donne 100 000 euros parce qu'il y a un abattement légal de 100 000 euros pile, donc ça tombe bien, il n'y a pas de droit de donation. Je touche 100 000 euros pile. De mon côté, je veux réinvestir dans un bien immobilier. Je le fais sans rien dire. Dans un appartement, avec ma femme, j'achète 100 000 euros. Eh bien, cet appartement va appartenir à la communauté si je n'utilise pas la clause de remploi. Alors que si j'utilise la clause de remploi, cet appartement m'appartiendra à moi en tant que personne physique, en personne propre. Point important aussi sur les mariages. Avant le mariage, vous avez des biens propres. Après le mariage, les futurs biens seront communs dans le régime légal. Et donc, quand on a ça, ça veut donc dire que avant le mariage, si vous aviez acheté des appartements, vous avez aussi vos propres biens qui sont propres. Donc, si vous les vendez, ça reste des biens qui sont propres. Mais si cette épargne est remise dans des comptes chèques, dans de l'assurance vie, dans de l'épargne sans clause de remploi, vous remettez dans la communauté. Donc, attention, c'est vraiment des choses hyper importantes. Tout ce qui est propre, faites attention à le garder en propre, car en cas de séparation, ça pourrait être très, très problématique. Très bien. Donc, en fait, la morale de l'histoire, moi, je trouve, c'est que tout est prévisible. Enfin, prévisible. Comment dire ? On peut prévoir les différents cas de figure et les aménager de telle sorte à ce que ça corresponde à votre volonté. Exactement. Et il faut en parler avec son notaire au moment de l'acte d'achat ou un petit peu avant s'il y a des choses à mettre en place pour que ça corresponde. Mais donc, arrêtez de vous dire « Ah, ben ça, je peux pas faire parce que… » Non, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à, on va dire, un article qu'on a lu une fois qui a dit qu'il fallait forcément faire comme ci ou comme ça. Bon, je vais mettre les notaires un peu dans la sauce, mais je le rappelle, le rôle du notaire est le rôle de conseiller, au final, le client. Je rappelle que quand on paye des frais de notaire, qu'on appelle des frais de notaire, il y a beaucoup de droits pour l'État. Et donc, il y a quelques pourcentages qui partent au notaire. Sur ces pourcentages, c'est le rôle du conseil du notaire. Il est là pour nous aider sur ce type de questions. Et donc, quand vous achetez un bien immobilier, pensez bien à poser toutes ces questions. À qui appartient le bien immobilier ? Si moi, j'apporte 50 000, mon conjoint 100 000, qu'est-ce qu'on fait derrière ? Quel est l'apport ? Est-ce qu'on peut faire une acquisition quand même en 50-50 ? Qu'est-ce que je fais au niveau du financement ? Toutes ces questions, vous devez les poser à votre notaire. Il doit être là pour répondre en cas d'acquisition immobilière. Parce qu'en cas de séparation, si vous avez toutes les réponses avant, vous anticipez le pire. Et ce n'est pas parce qu'on anticipe le pire qu'il arrive. C'est toujours ce qu'on dit. Donc, il faut vraiment l'anticiper, le pire. La séparation ou le décès. Qu'est-ce qui se passe si j'ai des enfants non communs et ainsi de suite. Donc, c'est parfait. Et en fait, je précise parce que j'ai un petit peu d'expérience avec les notaires pour les quelques fois passages, etc. Et puis pour notre contrat de mariage avec Cyril, on a eu pas mal de choses. En fait, il faut se rendre compte que il faut être proactif quand on est à ce genre de rendez-vous. Faut pas s'attendre à ce que la personne vous pose toutes les questions et fasse un diagnostic d'1 heure de votre cas pour réfléchir à la meilleure situation. En fait, c'est à vous de venir en disant il y a ci, il y a ça, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Et là, le notaire en face va s'éveiller et va vous expliquer les choses. Mais si vous venez avec aucune question, il y a des chances qu'il fasse un peu les choses par défaut, comme il le fait la plupart du temps. Exactement. Et sans que vous vous rendiez compte que c'était peut-être pas finalement ce que vous vouliez. Il faut définir vos objectifs. Exactement. Bon, parfait. Donc là, c'est bon. J'ai l'impression de faire un devoir national pour la France. Non, mais c'est important. C'est des sujets très importants. Oui. L'aspect juridique, c'est souvent ce qui va faire que les familles vont se détruire. Se détruire. Même les enfants vont se détruire. Tout le monde va se détruire en cas de succession ou autre. Donc, si on se protège en amont, on évite tout conflit, même en cas de séparation. Donc, au final, on protège aussi son avenir. Donc, la protection, elle est importante. Donc, maintenant, on va continuer dans l'épisode. On va parler, dans un premier temps, de la partie séparation. On va rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet. Ensuite, on parlera de la partie décès. Et à la fin, on parlera de cas un peu plus spécifiques. Donc, maintenant qu'on a vu que je suis en indivision lorsque je suis en concubinage, pacsé ou en séparation de biens, et mariée en séparation de biens, et je suis dans ça rentre dans un bien commun quand je suis mariée sous le régime classique. Sous le régime légal. Classique et qu'on achète des nouveaux biens. Et qu'on achète des nouveaux biens, c'est-à-dire les nouvelles acquisitions. Maintenant, imaginons je me sépare, je suis concubin, donc j'imagine que ça va être à peu près pareil quand on est concubin ou pacsé et même en séparation de biens, parce que finalement, je suis en indivision dans les 3 cas. Oui, les biens vont revenir à chacun. Attention, l'indivision, qu'est-ce qui va se passer c'est quelque chose de très complexe. L'indivision,
Euh, tout le monde peut sortir de l'indivision, c'est la loi, oui. Mais bon, ça coûte un peu d'argent. Donc l'indivision, concrètement, hein, on a un bien immobilier tous les deux, il y en a un qui veut vendre, l'autre qui veut pas vendre. On se retrouve dans la merde, pour être honnête. Donc on se retrouve dans une situation très complexe où il va falloir faire peut-être des rachats de soult qu'on connaît. Effectivement, il va falloir racheter une partie du bien immobilier à l'autre. Et c'est là où l'apport 50-50 peut valoir beaucoup d'argent. Parce que si on a apporté 200 000 euros et qu'au final on a dit que c'était 50-50, il va falloir le prouver. Car si on ne le prouve pas, on doit 100 000 euros, tout simplement. On doit 100 000 euros à l'autre pour racheter sa part. Donc ça, c'est important de le comprendre. Hein. On a beau avoir apporté 200 000 euros, on va rajouter 100 000 euros pour racheter son bien immobilier qui n'en vaut que 200, alors que c'est bien nous qui avons apporté. Donc c'est vraiment important de comprendre que la séparation, quand on est en régime individu, c'est très complexe si les deux ne veulent pas vendre. Si l'un veut rester et l'autre veut vendre, effectivement, on peut se retrouver avec un accord sur un rachat de soult. Et donc le rachat de soult, on va pouvoir financer ce rachat de soult auprès de la banque ou l'apporter par directement par des finances personnelles. Ça va. Et sinon, si les deux ne veulent pas vendre et aucun des deux veut vivre dans le bien immobilier, ce que je ne comprendrais pas en termes de décision, ils veulent louer ou autre, il va falloir se mettre d'accord. On est en indivision. Donc on doit faire, au pire du pire, peut-être une convention d'indivision qui se renouvelle tous les 3 ou 5 ans pour définir qui gère l'indivision, qui est payé pour la gestion de cette indivision. C'est vrai que la plupart du temps, moi, je conseille aux couples, quand ils se séparent, de détruire leur patrimoine immobilier, c'est-à-dire de choisir qui détient le bien immobilier, puis de faire des rachats de soult ou tout simplement de tout vendre. Mais c'est très complexe. L'indivision, on peut mettre en place des conventions d'indivision. Je ne le conseille pas. Enfin, des conventions d'indivision, quand on est séparé, je ne suis pas sûr qu'on a envie de continuer à gérer des choses avec son partenaire, son concubin ou son conjoint. Alors, justement, les conventions d'indivision, je voulais en parler rapidement. Qu'est-ce que c'est une convention d'indivision ? En fait, on va définir, presque comme des statuts de société. On va définir qui gère l'indivision, quelles sont les décisions qu'on doit prendre dans la division, quelle durée elle a cette indivision, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on vend, est-ce que ceci. En tout cas, on définit en fait comment est gérée l'indivision, un peu une copropriété du couple. Et parce que moi, justement, moi j'aime bien. J'aime bien la convention d'indivision, même si moi, j'en avais jamais mis en place personnellement. Parce que c'est le côté où tu construis, imagine, tu achètes un immeuble de rapport. Tu es à fond t'es à fond dans ton immeuble de rapport. Ta compagne, elle s'en fiche un peu, mais elle dit OK. Et 2 ans plus tard, vous vous séparez, tu as géré 1 an et demi de chantier, tu as mis en location, tu as mis toute la sueur de ton front, tu as mis un truc rentable à cash flow positif. Et là, elle, juste pour t'embêter, entre guillemets, parce que on sait bien que quand on se sépare, il y a des émotions fortes. C'est certain. Elle te dit, bah non, mais moi je veux vendre maintenant. C'est bon, on était à 50-50 à l'achat, maintenant on vend tout. Et là, tu es en mode, mais non, tout l'investissement que j'ai fait, c'est dommage. Enfin, moi, je trouve que la convention d'indivision peut peut-être se protéger un minimum en disant, au moins pendant 5 ans, on s'interdit de revendre. Comme ça, tu as un minimum de rentabilité sur ton projet qui a été mis en place. Enfin, tu vois, je trouve que ça permet peut-être d'ouvrir une discussion aussi avec son partenaire. Ok, si on se sépare, qu'est-ce qu'on fait de ce bien, tu vois ? On se met déjà d'accord. Bon, on se force au moins à le garder 5 ans, même si toi, tu veux tout revendre, machin, parce que je sais pas quoi, tu as retrouvé quelqu'un et tu veux racheter une résidence principale tout de suite dans la foulée. Ça permet d'un petit peu de se mettre d'accord, je trouve. Enfin, alors je suis d'accord là-dessus. Il faut quand même que je te le dise, Dorine, et dommage, je vais casser tes rêves. Mais une convention d'indivision n'ira jamais au-delà de la loi, c'est-à-dire que l'indivision, tout le monde peut en sortir. Ouais, donc si on veut en sortir, on en sort. Okay. On va devant le juge et on en sort. Ok, voilà. Donc ça reste limité. Voilà, ça reste limité. C'est une protection temporaire, j'ai envie de dire. En fait, la convention d'indivision, elle est là pour rassurer les personnes. Rassurer sur la temporalité peut-être de cette convention, peut-être essayer de répondre aux objectifs des 2 personnes, peut-être répondre, effectivement, si tu gères le bien, tu dois être un peu rémunéré pour. Effectivement, c'est pour rassurer les 2 personnes et trouver un terrain d'entente, cette convention d'indivision. Je trouve qu'elle est aussi protectrice dans des personnes qui sont plutôt pas forcément le couple, mais des personnes qui vont acheter ensemble. On n'en a pas parlé, mais des personnes qui achètent tout simplement ensemble et des personnes qui sont des investisseurs différents et qui se mettent en groupe pour pouvoir acheter dans une SCI ou tout simplement en indivision, encore une fois. Et donc, cette convention d'indivision, elle peut avoir une importance pour rappeler les rôles de chacun et rappeler l'objectif du bien immobilier. Ouais. C'est ça où je trouve qu'il y a une importance, mais sinon, nul ne doit rester dans une indivision, on le sait, hein, tout le monde peut en sortir à tout moment, et si on va devant le juge, on en sort. Ouais, c'est ça le problème de la convention d'indivision, c'est que c'est pas hyper puissant d'un point de vue juridique. C'est puissant pour se protéger, mais d'un point de vue juridique, on peut en sortir de l'indivision. J'ai envie de dire que si quelqu'un a des problèmes financiers, il ne va pas se rester dans une indivision, alors que s'il vend, ça lui limiterait ses problèmes financiers. Ça empêche un peu, mais en effet, il y a des cas, c'est facile de. En fait, c'est peut-être pour pouvoir garder cette indivision sur une temporalité en cas de séparation. Mais attention, je rappelle juste qu'effectivement, on peut en sortir à tout moment. Ouais.
Et donc, parce que j'avais en tête, moi, dans mes études, là, qu'il y avait une sorte de... Ça va pas plus loin de 5 ans en général, et qu'après, ça vaut plus rien. Ça se renouvelle. Ouais. Il faut le renouveler au bout de 5 ans. Voilà, tu peux pas faire un super truc où t'es sécurisé pendant 30 ans avec une convention et puis même d'indemnisation, si on le fait sur pas. 5 ans, comme je dis, dans les 5 ans, si la personne a vraiment besoin de vendre, elle peut vendre. Ouais, mais il faut quand même qu'elle justifie, non Effectivement. Il faut quand même qu'elle justifie. Elle est un petit peu... légèrement... Un peu plus complexe devant le juge. C'est un petit peu plus dur. Mais bon. Ok. Mais voilà. Donc, c'est quelque chose qui est spécifique. Voilà. L'indivision, c'est juste se rappeler que la loi prévoit que tout le monde peut sortir de l'indivision à tout moment. Et donc, comme on peut tous en sortir, ça veut donc dire que si on va devant le juge, on pourra en sortir. Exactement. Mais c'est juste que ça va amener des complications parce qu'on va vendre à un mauvais prix, on va vendre dans les mauvaises conditions. Bref, c'est jamais ce que je conseille, mais c'est ce qui peut arriver. Et donc maintenant, j'en viens au cas où donc j'ai acheté, mais donc j'étais mariée sous le régime légal, on a acheté ensemble après le mariage, donc le bien, c'est un bien commun. Dans ce cas-là, je divorce. 50-50. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que en fait, si c'est un vrai... il retombe finalement en indivision après le divorce, si on ne l'a pas vendu avant le divorce? Effectivement, ça va être une indivision après le divorce, et en plus de ça, c'est 50-50, parce que c'est un bien commun. Donc 50-50. Donc, là, il n'y a pas de prorata d'indivision, il n'y a pas de prorata d'acquisition, sauf si on arrive à prouver qu'on a apporté plus, ainsi de suite. Mais encore une fois, il faut rappeler que c'est des biens propres qui doivent être apportés et non pas le salaire, parce que le salaire est commun. Donc le salaire est commun, donc ça veut donc dire que le bien est commun. Ouais. Et si le bien est commun, c'est 50-50. Même si le salaire d'un tel était de 10 000 et l'autre de 500 euros par mois, si vous avez remboursé tous les deux le financement, les salaires sont communs et participent au projet commun. Donc finalement, on va peut-être en venir un petit peu à un autre sujet en même temps. Est-ce qu'il y a des solutions pour éviter tout ça? Parce que quand tu es un investisseur, tu as envie de construire un patrimoine, tu as de l'ambition, tu n'as pas envie que ton conjoint ou ton partenaire de Pacs ou ton concubin puisse tout casser, tout ce que tu as construit, tes rentes, etc., en l'espace de « Ah bah non, finalement, je veux tout vendre ce qu'on avait acheté ensemble ». Comment est-ce que tu peux protéger? Est-ce qu'il y a d'autres solutions finalement juridiques que l'indivision et l'achat de biens communs? Tout à fait. Il existe par exemple des sociétés civiles immobilières. La société civile immobilière est une société, donc on achète par le biais d'une société. Cette société nous permet peut-être de définir des termes, des droits ingérants et aussi forcément des parts dans la société, des pourcentages en fonction de l'acquisition. Point important, je le rappelle encore une fois, si on achète et qu'on crée une société civile immobilière après le mariage, je le rappelle, les parts seront sûrement, encore une fois, communes si l'apport se fait tout simplement par des biens qui sont communs, c'est-à-dire par l'épargne du couple actuel après mariage. Donc attention par rapport à ça, mais la société civile immobilière vous permet quand même de vous protéger car on est dans le cadre d'une société. On peut en plus prévoir des clauses dans une société civile immobilière ou tout simplement du démembrement croisé pour se protéger en cas de succession. On peut prévoir aussi peut-être des acquisitions sur l'immobilier avec du financement plus élevé sur la SCI. Je vais dire que c'est une sorte de protection, la société civile immobilière, mais ce n'est pas forcément, encore une fois, une capsule qui permet d'éviter l'indivision à terme, car tout le monde peut encore sortir de la SCI. Bien sûr, point important, il va falloir trouver vendeur cette fois-ci. Et donc, vendre une SCI, c'est souvent plus compliqué que de vendre une indivision. Parce que tu veux dire que si jamais je suis en SCI, je ne peux pas bloquer avec les statuts en disant si jamais on veut décider de la vente d'un bien, il faut qu'il y ait au moins 60% du droit de vote pour la vente. Et donc, comme on est 2 à 50-50, si les deux ne sont pas d'accord, entre guillemets, la vente ne peut pas se faire. Exactement. Donc, ça protège quand même cette histoire de... Ça protège, mais il faut savoir que quand il y en a un qui n'est pas d'accord, la plupart du temps, on est rarement protégé. À 50-50 pile, on est rarement protégé. 51-49, oui. Mais il faut, encore une fois, dans le régime de la communauté légale, le seul régime qui est complexe, c'est ici, prouver que les 51% viennent bien de biens propres. Sinon, en fait, c'est 50-50. C'était des biens communs. Oui, quand on est... Oui, voilà. Mais je pensais aussi aux autres cas de concubinage, Pacs et séparation de biens. Séparation de biens. Si on détient plus de 50% des parts, on est plein propriétaire des droits de la société. Okay. Donc, si je détiens 51% de la société civile immobilière et que je suis en union libre, effectivement, je peux prendre toutes les décisions. Ça peut être intéressant, je pose une question comme ça, dans une stratégie d'investissement, quand on est en couple, de se dire finalement on va faire des fois des 51 et 49 et des fois l'autre 51-49. Comme ça, on équilibre au fur et à mesure le patrimoine, mais pour éviter le 50-50 ou est-ce que c'est pas parce que tu recommandes? Non, c'est une question comme ça. Alors c'est excellent comme question. J'ai envie de dire ça dépend du couple. Si on fait qu'une acquisition immobilière et qu'il y en a un qui se retrouve à 51-49, il y en a un qui est avantagé dans les décisions. Si on en fait deux, pourquoi pas, mais est-ce que c'est le même montant qui est derrière?
Oui, oui, dans la oui. SCI. On essaye d'équilibrer à peu près, À peu c'était près, l'idée. mais c'est assez complexe en soi, parce que les biens immobiliers sont jamais les mêmes, et ça, tu le sais aussi. Oui, oui. Donc 51-49, pourquoi pas, pour éviter toute décision. En fait, la pire chose qui peut arriver dans une société, c'est le statu quo. Donc c'est effectivement, c'est le 50-50 où les deux personnes ne sont pas d'accord. C'est la pire chose qui peut arriver. Donc au final, peut-être de mettre 51-49, c'est aussi protéger la société contre elle-même. Donc oui, je suis d'accord là-dessus. Mais sur le fait de mettre 51-49, il faut quand même bien définir qui a les 51. Ouais. Parce qu'il a quand même un gros pouvoir par la suite. Donc attention, voilà, je ne peux pas conseiller non plus de faire un 51-49, mais comme je le rappelle, un 50-50 en cas de statu quo, c'est une catastrophe pour la société, on n'avance plus. Exactement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, il faut éviter absolument l'indivision, c'est un régime, comment ils appellent ça? Régime précaire ou régime. Moi, je dis que c'est faux. Je sais plus, voilà. Ils disent toujours ça. En mode la société, c'est la solution pour éviter tout ça. Mais en fait, en réalité, de toute façon, si les deux sont pas d'accord, on est mal barré. Dans tous les cas. Dans tous les cas. Surtout Si si on est à 50-50. les parts sont les mêmes et s'il n'y a pas de gérant désigné, Ouais. ainsi de suite, c'est vrai que c'est complexe. Après, dans une société, vous pouvez aussi désigner un gérant. Vous savez, il y a une assemblée générale. Encore une fois, si on se retrouve à 50-50, on est dans la même problématique. Si les deux ne veulent pas le même gérant, on se retrouve dans la même problématique. Ouais. Donc, c'est ça qui est complexe avec la société. Ce qui est bien, et on parlera dans le décès, c'est que là, il y a plein de solutions dans le décès. Et là, ça va être intéressant parce que sur la partie séparation, je vais être honnête, c'est souvent la merde. Et c'est souvent problématique. Après, vous avez des avocats pour vous protéger, vous avez des notaires pour faire des acquisitions et peut-être bien définir, comme je l'ai dit encore une fois, dès l'acquisition, à qui appartient le bien. C'est le plus important au final, c'est dès l'acquisition de faire l'acquisition dans le bon sens. Et c'est ça qui va vous protéger. Aujourd'hui, après la SCI, quand on est en indivision et quand on est union libre ou Pacs, je conseille vraiment d'apporter et de détenir le nombre de parts qui dépend de votre apport. Et ça, c'est hyper important parce que union libre ou Pacs, vous n'êtes pas protégé. Alors que le mariage, le bien commun, effectivement, c'est logique, les salaires sont communs, donc vous savez vers quoi vous allez. Et ok, c'est passionnant. Mais c'est très complexe comme sujet et c'est hyper intéressant de pouvoir répondre à ces questions-là et c'est surtout hyper intéressant à chaque situation client de se dire que c'est jamais la même réponse. Bah ouais. C'est jamais la même réponse. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, alors, je suis peut-être un peu, je sais pas, fleur bleue, mais en tout cas, moi, je pense que finalement, tous les outils juridiques, c'est utile, c'est bien d'en avoir bien conscience, etc. Mais je trouve, en tout cas, le fait que nous, avec Cyril, par exemple, quand on a acheté nos biens, on s'est tout de suite posé en se disant, OK, mais si on se sépare dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi, toi, ta vision de l'investissement? Moi, c'est quoi ma vision? Est-ce qu'on est d'accord? Parce que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on a la même vision sur absolument tout dans notre vie. Totalement. Et c'est intéressant de se dire, bah, moi, avec Cyril, on s'est tout de suite mis d'accord. Attends, avec les travaux qu'on fait, etc., on est bien d'accord. Même si on se sépare, on vend pas tout de suite. Ah bah non, surtout pas. Et en fait, on était d'accord. Alors, on a eu cette discussion. Ça veut pas dire qu'on va pas changer d'avis s'il y a une haine qui s'installe, parce que des fois, on le voit. Mais de vérifier, parce que peut-être que la personne avec qui vous investissez est tellement pas intéressée par votre investissement qu'elle y voit pas l'intérêt du tout. Et à ce moment-là, c'est un peu dommage. Peut-être, si elle est absolument pas impliquée dans votre investissement, elle y verra peut-être pas non plus l'intérêt de pourquoi on y a mis autant d'énergie, pourquoi Enfin voilà. Et pourquoi l'acquérir à 2 et pourquoi l'acquérir à 50, voilà, 50, ainsi de suite. Même pour vous, c'est une protection pour tout le monde. Donc, si vous êtes en Pacs en union libre, oui, si vous achetez un bien immobilier, vous n'êtes pas obligé de l'acheter à 50-50. Vous pouvez aussi l'acheter à 80-20, à 90-10, à 75-25. La participation peut aussi dépendre de l'investissement de chacun dans le couple. Après, il y a encore une fois, je le rappelle, des personnes qui vont se mettre en retrait de certaines opérations et laisser la gestion pour pouvoir faire d'autres choses dans le foyer. Et donc, c'est normal que ce soit quand même à 50-50. Mais ça dépend de chacun et de chaque objectif. Mais c'est super d'en parler, en fait, je pense, en amont des problèmes. Il faut. Toujours. Voilà. Il faut aborder. En fait, la meilleure chose pour gérer au mieux, que ce soit la succession ou les séparations, c'est de l'anticiper dès qu'il y a une acquisition ou dès qu'il y a tout simplement potentiellement un Pacs ou un mariage. C'est d'anticiper ce qui va se passer après. Donc, maintenant qu'on a vu la séparation et qu'on a vu que finalement, il n'y a pas de solution miracle incroyable, mais bon, il y a quand même des choses à mettre en place et à réfléchir. Maintenant, on va parler du décès, qui est aussi quelque chose de très important pour moi. Accessoirement, moi, j'ai perdu ma maman quand j'étais assez jeune, donc j'ai été confrontée à voir mes parents et comment ça s'est passé. Donc, je l'ai vu en tant que enfant, etc. Et j'ai vécu pas mal de choses par rapport à ça. Et je trouve que c'est super important d'en parler parce que les gens ont souvent la naïveté de se croire immortels. Ouais. C'est un syndrome naturel en France. Ouais. Je fais une annonce, tout le monde va mourir, les amis. Ouais, et logiquement, voilà. Pour l'instant, en tout cas, oui. Donc, ceux qui m'écoutez, un jour, vous allez mourir. Je sais, c'est triste, mais il faut quand même pouvoir en parler. Il faut pas que ce soit un sujet tabou. Et c'est pas parce qu'on en parle
que ça arrive, encore que une ça fois. arrive plus vite, tu Non, vois. du tout. Ça n'a rien à voir, mais c'est important d'en parler. Je trouve que les gens, enfin, je sais pas, j'imagine que tu dois rencontrer ça là, avec tes Moi, pour clients. rassurer mes clients, je leur dis toujours dans mes études patrimoniales, si vous étiez décédé hier, comme ça, je peux pas les faire décéder demain. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de sujet. Voilà. Mais en tout cas, voilà ce qui arrive. Bah Et oui. donc, effectivement, si on l'anticipe pas, encore une fois, on arrive à une catastrophe fiscale, la plupart du temps, et successorale. Exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de discuter de nouveau. On reprend nos 4 cas, concubinage, pax, marié en régime légal et marié en séparation de biens. Qu'est-ce qui se passe? À qui reva le bien? Et là, ça va être hyper intéressant. Ouais, mais ça va être compliqué aussi parce qu'il y a Tout à fait. tellement de cas. Faisons déjà les cas simples. Le couple, légal. Le couple sans enfant déjà. Moi, je fais. Commençons sans enfant. Voilà, je fais le légal. Hein. Ok. Le légal de tout. Ok. Couple sans enfant. Voilà, commençons simple. Union libre, couple sans enfant. 50-50. Je pars sur chaque bien immobilier où vous avez acheté à 50-50. Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, c'est dans la plupart des cas, c'est ça. Votre patrimoine, c'est-à-dire les 50%, vont revenir à vos parents et frères et sœurs. Ok? Donc ça veut donc dire que là, l'indivision, on n'est plus avec son conjoint ou son partenaire, avec son concubin ou son partenaire, on est avec le frère, la sœur et les parents. Ouais, donc avec son beau-frère, sa belle-sœur, sa ses belle-mère beaux-parents. ou ses beaux-parents. Si on peut les appeler comme ça, effectivement, tout à fait. Mais en tout cas, on est avec ces personnes-là Ouais, dans une union libre. Donc on se retrouve à 50 pour vous, ouais. et les 50% restants sont pour le reste de sa famille. Point important, là je parle du légal, c'est-à-dire sans testament, sans rien de prévu. Hein. Exactement. C'est exactement ce qui se passe Mais la plupart des gens, Voilà. ils prévoient rien. Tout simplement, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Et donc là, on a une complication qui est extrême. Il va falloir que tout le monde se mette d'accord pour les décisions, encore une fois. Et ils peuvent tout simplement vous mettre dehors. Voilà. Et il suffit d'ailleurs que, imagine, Il y a pas de il a protection. 10 frères et sœurs, et puis de Il y a 10 parents. personnes, Ça veut dire que chaque frère et sœur a 5%. tout à fait. Il suffit qu'il y en ait une seule qui veuille vendre. Ça impose à tout le monde de vendre. En tout cas, si elle veut vendre, il faut que quelqu'un rachète. Bah, c'est ça. Voilà. Donc, c'est vraiment. Voilà, c'est une. C'est une Tu catastrophe. te retrouves associé finalement avec des gens que tu n'as pas vraiment choisis. Ça, c'est vraiment la catastrophe pour la personne qui vit dedans parce qu'elle peut être mise dehors par des personnes qu'elle ne connaît peut-être pas assez. Parce qu'on ne sait pas parce qu'on est en couple qu'on connaît bien la belle famille, ça dépend des familles. Et donc, de ce côté-là, on peut se retrouver avec des personnes qu'on ne connaît pas dans une indivision parce qu'on n'a rien prévu. Et ça, c'est une résidence principale. Là, tu parles, pardon, Ouais, dans le je cas parle d'une d'un résidence bien principale ou si on 50-50, habite dedans. voilà. Et donc là, typiquement, ma belle famille peut me mettre dehors si jamais. Tout à fait. Voilà. Parce que tu n'as pas de droit particulier, tu es en T'as concubinage. 50%, donc si tout le monde veut vendre, à moins que tu rachètes les 50%, si tu peux pas les racheter, tu es dehors. Voilà. Ce que vous devez Et vendre. en cas de Pax, Pax, même principe. on peut pas rester quand même un an dans Un le an, logement? mais c'est du droit temporaire de logement, c'est pas Voilà. du droit viager. Voilà. Ça reste un an, c'est vrai. Voilà, qu'il y a t'as un quand même an. le temps de te retourner, de te retrouver un logement. Voilà, mais au final, moi j'appelle ça le même principe parce que un an, tu as le temps de te retourner, mais on peut te mettre dehors. Ouais, voilà. Voilà, donc c'est quand même hyper important. En cas de, cette fois-ci, mariage, on a le droit viager et la seule différence, cette fois-ci, qu'on a un droit viager, donc ça veut donc dire qu'on peut vivre dans le logement pendant jusqu'à la fin de sa vie contre dédommagement sur la succession d'un loyer et ainsi de suite. Hein, c'est quand même calculé tout ça. Et de notre côté, par contre, point important, si on est marié sans enfant, c'est ce que tu as dit. Ouais, c'était Ouais. ça. Pour l'instant, on est sans Marié enfant. sans enfant, le conjoint est héritier réservataire et aura donc un quart de la succession dans tous les cas. Donc, il passe majoritaire. Si, par exemple, il est en Exactement. séparation de biens, il a, Exactement. imaginons, on a 10 frères et sœurs, l'autre a 10 frères et sœurs. Donc, j'ai mes 50%. Parce qu'en séparation de biens, je rappelle, on était quand même dans une indivision. Ouais, 50-50. Enfin, même Voilà. en communauté, au final, le bien est commun, mais du coup, c'est 50-50. Mais tu as Et le donc, droit d'avoir un quart des 50. minimum des Des 50%. Donc, tu restes majoritaire sur l'indivision, mais tu restes quand même en. Donc, tu es à 62,5%. Mais tu as un droit viager quand même dans ce Et tu as cas-là? un droit viager. Donc, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas te mettre dehors, même si vous êtes en indivision sur le bien. Exactement. Donc, c'est quand même pas mal sur C'est ce point-là. protecteur. Le mariage est protecteur du logement familial, Voilà, pas des logements investissement locatif. Ou autre. exactement. Logement Très bien. familial. Droit viager. C'est là où il y a une vraie protection. Parce que le droit viager, c'est ce que j'appelle on ne met pas dehors. Alors que le droit temporaire, oui, c'est un an pour se retourner. Mais si on veut mettre dehors, on met dehors au bout d'un an. Voilà. Et puis le Et concubinage, zéro. Il y a zéro. Voilà. Ouais, du jour au lendemain, C'est du jour au merci, lendemain, au revoir. Tout le monde veut vendre, on vend. Sauf si vous pouvez racheter, vous pouvez rester dedans. Mais si vous ne pouvez pas racheter parce que vous n'avez pas la capacité à le faire et la banque ne vous finance pas, dehors. Ok. Et d'ailleurs, j'en parle rapidement parce que je trouve ça hyper important. C'est l'assurance décès emprunteur qui, je trouve, est hyper importante aussi parce que ça, c'est le fait que quand tu prends ton prêt, tu souscris à une assurance décès qui est obligatoire chez les banques, mais tu peux choisir le pourcentage de remboursement. Tout à fait, voilà. 75, 50, 100%. Ouais. En fait, si le couple a vraiment des revenus qui sont totalement différents, imaginons madame gagne 10 000, monsieur gagne 500, comme ça je fais l'autre sens de tout à l'heure. Si madame décède, monsieur a que 500 € pour rembourser l'emprunt. Et donc c'est là où on conseille la plupart du temps à madame de souscrire à une assurance emprunteur à 100% sur le bien immobilier. Ça veut donc dire que le bien immobilier sera remboursé
dans la totalité en cas de décès de madame pour protéger monsieur. Voilà. Et peut-être que dans l'autre sens, l'inverse, tu veux dire. en cas de décès de madame. Non, parce que comme c'est elle qui gagnait 500 € et lui, il gagnait 10 000 €. Non, j'ai dit pour une fois, t'avais j'ai donné dit madame. l'inverse. Ah, Pour t'as une fait fois, bien, mais madame c'est gagnait 10 bien. 000 €. C'est bien. Et donc, c'est madame, si elle décédait, effectivement, Ok. ça faisait gagner, effectivement, monsieur. Point important, comme monsieur gagnait que 500 €, peut-être qu'il n'avait pas intérêt à souscrire une assurance emprunteur pour 100%. Parce que payer autant d'assurance emprunteur alors que madame a largement la capacité à rembourser le bien, peut-être qu'il aurait pu prendre 50% juste sa part et ainsi de suite. Voilà, il faut encore une fois adapter ça avec la banque et c'est encore une fois du conseil bancaire. C'est des conseils que vous devez poser à votre banquier. Mais je précisais ça parce que c'est intéressant quand même, parce que ça, l'un n'a rien à voir avec Totalement. l'autre, parce que dans C'est un une cas, prévoyance. c'est juste, voilà, exactement. Mais ça compte quand même à prendre par rapport en cas de décès, parce que dans un cas, tu as un bien remboursé, ou il n'est pas remboursé, tu as encore la dette dessus, donc c'est quand même pas la même valeur et Exactement. pas la même chose. Très bien, donc ça, c'était très clair. On a donc fait Sans enfant. sans enfant, en cas de décès. Est-ce que, juste déjà toujours dans ce cas-là, sans enfant, est-ce que si je suis concubin ou si je suis partenaire de Pacs, comme on a vu que c'était les deux cas où c'est vraiment précaire et c'est pas très rassurant, est-ce qu'il y a des petites choses à mettre en place, un testament, pour rassurer, parce que pas que les gens se disent il faut forcément que je me marie. Il y a peut-être des solutions intermédiaires. Et là, on va parler des droits fiscaux. Ok. Et donc, effectivement, on a des solutions. Le testament, déjà, c'est une protection pour les concubins, partenaires, mariés. Tout le monde doit faire un testament. Ça, c'est une phrase que j'ai envie de dire. Tout le monde doit faire un testament dans sa vie. Et vous devez le mettre à jour au fur et à mesure de l'évolution de votre vie, au fur et à mesure de vos objectifs. Ça, c'est hyper important, Dorine. Sur le testament, quand on est concubin, même si on fait un testament à l'autre, c'est hyper important. On va protéger du coup l'autre, parce qu'il n'y a pas d'enfant, donc oui, il peut hériter. Il n'y a pas d'héritier réservataire, donc il peut hériter de la totalité de mon patrimoine. Mais l'autre va devoir payer 60% de droits de succession sur ce qu'il touche. Concrètement, j'ai un bien immobilier, encore une fois, qui vaut 200 000 €, 100 000 € chacun. Il y a 100 000 € qui tombent dans la masse successorale pour mon concubin. Eh bien, ces 100 000 € vont être imposés à 60%, soit 60 000 € d'impôts à payer pour toucher 100 000 €, c'est-à-dire le bien immobilier. Je le rappelle, il ne va pas toucher réellement 100 000 € lui. Il va toucher 50% de la valeur d'une maison. Bah oui. C'est-à-dire qu'il va payer 60 000 € de droits qu'il n'a peut-être même pas en cash pour pouvoir les payer pour toucher 100 000 € sur une maison. Donc là, on arrive dans une catastrophe souvent qui est fiscale et successorale. On se retrouve dans une incapacité à payer les droits de succession. Donc on va peut-être lisser le paiement ou demander des donations ou demander de l'aide à d'autres personnes pour pouvoir payer les droits. Si on n'y arrive pas, on doit vendre. Voilà. D'accord. Mais j'arrive tout de suite à la conclusion. Si on Vas-y. n'y arrive pas, on doit vendre. Sur le Pacs, c'est hyper intéressant. Et c'est là où le Pacs est protecteur. En cas de testament, même principe, 200 000 €. Cette fois-ci, je donne encore une fois la moitié de ma maison à mon partenaire de Pacs, ou à ma partenaire de Pacs en fonction des couples. Eh bien, les 100 000 € vont appartenir à mon partenaire de Pacs sans aucun droit de succession à payer depuis la loi TEPA de 2007 qui a été mise en place. Et c'est là où il y a une énorme différence. Donc j'ai envie de dire quand même, quand vous vous aimez un minimum, pacsez-vous et faites un testament. Pacsez-vous et faites un testament parce que si vous ne protégez pas la personne avec qui vous vivez, je ne sais pas quel est l'intérêt en fait de vivre avec cette personne. Parce que en cas de décès, comprenez que vous allez mettre l'autre dans une situation qui peut être très complexe si vous êtes concubin. Le pacte, je le rappelle pour ceux qui ont peur des engagements, vous pouvez vous désengager de manière unilatérale par un petit papier à la mairie. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais c'est juste la protection, elle est importante. Donc pacsez-vous avec un testament et vous avez réussi une protection. Je dis encore une fois de faire un testament quand il n'y a pas d'enfant. Point important, je ne dis pas forcément de faire un testament pour la personne qui vit avec vous. Je dis juste de faire un testament. Vous pouvez choisir d'autres personnes dans votre testament. Il y aura des droits qui seront différents. Mais sachez que si vous choisissez votre partenaire pour le protéger, eh bien vous allez lui permettre d'avoir 0 € de droit de succession et donc de vivre dans son logement avec une appartenance totale du logement. Oui. Et très bien. Voilà, parfait. c'est plutôt clair sur le pack. C'est Je suis parfait. tranchant. Mais c'est très bien, mais je suis tout à fait d'accord. Protéger les personnes qui sont en couple et qui s'en rendent pas compte, parce que c'est surtout ça. C'est même pas qu'ils ne veulent pas le faire, c'est qu'ils s'en rendent pas compte. Ils se disent oh non, mais le pack c'est embêtant et ainsi de suite. Mais non, en fait, c'est juste une protection. Et Juste ça va une protection, tellement vite c'est de tout. le faire. Ça coûte 0 € et vous le faites et vous mettez un petit testament. Au pire, vous le mettez dans la cuisine, le testament. Bon, sachez qu'il faut le dire à plusieurs personnes quand même, parce que sinon on peut peut-être jamais le retrouver si ça arrange pas les personnes, Ouais. ce testament. Donc voilà, en tout cas, il faut le faire la plupart du temps chez le notaire, le testament pour protéger. Mais protégez-vous, protégez les couples et vous n'êtes pas obligé de désigner votre partenaire. C'est pas ce que je dis juste que si vous voulez vous protéger entre couples et que vous voulez que ce soit la personne qui soit protégée, le concubinage est à éviter. Et donc, maintenant, on va passer aux enfants.
Alors, je sais qu'en plus de ça, les parts, elles varient en fonction si tu as 1, 2, 3 Oui. enfants. Alors là, ça devient hyper compliqué. On Est-ce le qu'on dira peut rapidement. acter Voilà. Est-ce qu'on peut le dire rapidement, parce qu'en fait, ça Très rapidement. change le camembert de Exactement. répartition. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire simple? Partons du principe que les gens, ils ont 2 enfants. Allez, Hein, 2 on enfants. simplifie comme ça. On simplifie. On simplifie, ils ont 2 enfants. Évidemment, donc du coup, le fameux camembert avec les parts, etc. de répartition vont être différentes si vous avez que 1 enfant ou 3 enfants et plus. On va acter qu'on fait un camembert avec 2 enfants. Ok. Ça te va? Comme ça, on simplifie. Ok. Si vous voulez, vous vous renseignerez de votre côté, mais voilà, on simplifie. Parce que Ouais. la moyenne On des gens, part ils sur ont les 2 enfants. 2 enfants. Voilà. Et le reste, c'est pour ceux qui veulent en savoir plus. Voilà, exactement. Donc pour les 2 enfants, effectivement, quand on est une famille et quand on a 2 enfants, les enfants sont des héritiers réservataires de la personne qui va décéder, de la mère ou du père, ou des 2 mères ou des 2 pères. Point important, ça veut donc dire que quand on est héritier réservataire, on doit toucher une partie de son patrimoine, du patrimoine de son parent, dans tous les cas. Dans tous les cas. Donc quand on a 2 enfants, la part de réservataire, elle est de 2 tiers. 1 tiers pour chaque enfant. Donc ça veut donc dire que si j'ai, encore une fois, la même maison, et que j'ai mes fameux 100 000 euros de cette maison, 2 tiers de cette maison doit partir à mes enfants. C'est obligé, c'est-à-dire que c'est la loi qui impose ça et on n'a pas le droit de déshériter ses enfants. C'est la fameuse phrase qu'on entend. Effectivement, et j'en parlerai un peu plus là-dessus. Mais en tout cas, les 2 tiers en valeur doivent partir aux enfants. Il existe des cas entre l'union libre, le pacte et le mariage, et notamment l'usufruit, la nue-propriété, qui sont quand même des termes qu'on va sûrement employer. Point important par rapport à ça. Ça veut donc dire qu'en union libre, si vous êtes dans le cas d'une union libre, vous êtes donc ensemble, ni pacte ni mariage, je rappelle à chaque fois les termes, vous avez 2 enfants communs. Si l'un de vous deux décède, excusez-moi, si l'un de vous deux décède, ça veut donc dire que la partie du patrimoine immobilier va partir directement aux enfants à 50-50. Ils ont 1 tiers chacun, mais comme ce sont les héritiers de la personne, ils vont partir à 50-50. Et que tu n'as pas prévu de testament. Je fais sans testament à chaque fois. Voilà. Droit légal. Avec testament, vous pouvez donner une partie qui correspond du coup à cette fameuse quotité disponible, les fameux 1 tiers qui restaient. On peut les donner du coup à la Maximum personne. 1 tiers. Voilà. Maximum 1 tiers en cas de concubinage. Et pareil pour les autres. Et donc, point important, ça veut donc dire que cette fois-ci, le concubin, il va se retrouver non pas avec les frères et sœurs et les parents, mais avec les 2 enfants. Alors, j'espère pour lui que c'est des enfants communs, parce que si c'est des enfants non communs, ça peut être encore plus compliqué que les frères et sœurs. Donc, attention, encore une fois, à la protection du concubin là-dessus. Je conseille la plupart du temps, effectivement, que l'autre concubin fasse peut-être un testament pour désigner certaines choses et important sur le tiers restant. Ça pourra donner peut-être plus de pouvoir. Sur la partie Pax, c'est le même principe. Les enfants sont des héritiers. Le partenaire de Pax n'est pas héritier sans testament. Encore une fois, il n'y a pas d'héritier réservataire, rien. On passe au conjoint. Eh bien, dans le cas du conjoint, on va avoir des droits légaux, c'est-à-dire de choisir 100% de l'usufruit, où on le connaît, le quart en pleine propriété. Et donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'en cas de décès de son conjoint ou de sa conjointe, quand on est l'autre conjoint, on a le choix entre choisir l'usufruit du bien immobilier, c'est-à-dire la capacité d'user le bien, donc je dis de jouir du bien, de pouvoir être dans le bien et de pouvoir louer le bien. Et la nue propriété va appartenir aux enfants. Il faut encore une fois regarder la valorisation de l'usufruit et de la nue propriété. Si on décède à 30 ans, effectivement, peut-être avoir une problématique en termes de valorisation et donc de respect de la réserve héréditaire. À chaque fois, le notaire doit faire en sorte que la réserve héréditaire est réservée aux enfants et est protégée pour les enfants. Je parle bien du patrimoine immobilier ici à chaque fois. Donc, le cas de l'usufruit, c'est que je sois mariée en régime légal ou en régime de séparation de biens. Ça ne change rien. En fait, à partir du moment où vous êtes marié, peu importe le régime de mariage, vous rentrez dans les héritiers de votre conjoint décédé. Oui, on rentre dans les héritiers, mais nous ne sommes pas des héritiers réservataires Exactement. en présence d'enfants. On a ce qui reste. On a ce qui reste et surtout, on a ce que veut bien nous donner la personne, s'il y a un testament par la suite. Et sinon, c'est le droit légal, donc l'usufruit ou le quart en pleine propriété. Il existe d'autres possibilités, que ce soit pour les régimes séparatistes ou les régimes de biens communs. On peut aussi faire une donation en dernier vivant en ajoutant des droits supplémentaires à la personne conjointe. Alors, comme on est dans le cas avec 2 enfants, il aurait le tiers. Effectivement. Voilà, je Au précise. maximum, on peut aller jusqu'au On tiers. s'était dit. On peut aller maximum aller jusqu'au tiers. Mais quand il y a plus que 3 enfants, c'est un quart. Mais voilà. oui. Et donc, en fait, donc ça, il faut peut-être expliquer rapidement l'usufruit et la nue propriété. Limite, je te propose une explication et tu me dis si tu es d'accord. Vas-y, c'est parfait. En gros, donc, quand on est marié et que la personne, votre conjoint décède, alors je précise,
les enfants communs uniquement, il n'y a pas d'autres enfants, etc. Tout à fait. Il n'y a que des enfants communs. Vous avez le droit de vous dire, écoutez, moi, je ne veux pas avoir mon quart ou mon tiers ou mon demi en fonction du nombre d'enfants. Donc là, on a le tiers, comme il y a 2 enfants dans notre cas. Je ne veux pas avoir le tiers en pleine propriété. Moi, je préfère avoir l'usufruit de la totalité de l'héritage de mon conjoint. Donc en fait, ça veut dire que vous avez le droit d'user et d'avoir les fruits des biens immobiliers, parce que comme on parle des biens immobiliers, mais par contre, si je veux vendre ces biens immobiliers, j'en ai pas la totalité. J'ai juste le droit d'user et d'avoir les fruits de ces biens immobiliers. Donc si par exemple c'est un immeuble de rapport, je vais quand même continuer à toucher les loyers et mes enfants ne toucheront pas de loyer. Oui, exactement. C'est clair ou pas? Je sais pas si je suis claire. Dorine. Et donc la nue propriété, en l'occurrence, ce seraient les enfants qui auraient la nue propriété, parce qu'en fait la nue propriété, c'est l'autre morceau. C'est-à-dire que c'est comme si on coupait en deux un immeuble, mais en fait, on le coupe pas en deux en termes de pierre, on le coupe en deux en termes juridiques. Oui, il y en a un qui prend la façade et la toiture, voilà. Et l'autre qui prend les loyers. Voilà, l'autre qui prend les loyers. Donc, le nu propriétaire, en fait, il a les murs, il a la chose, mais il n'a pas le droit d'en user et il n'a pas le droit d'en récolter les fruits. Donc, ça veut dire que vos enfants, ils sont déjà nus propriétaires. Et l'avantage de la nue propriété du fruit, qui est quand même génial, c'est que si vous, après, vous décédez, en fait, il n'y a pas de droit de succession parce que l'usufruit va automatiquement se raccrocher au nu propriétaire et donc on ne paye pas les droits de succession sur la partie usufruit qui va être raccrochée à la nue propriété. Tout à fait. Voilà, ça c'est ce que je trouve effectivement. Il y a pas le droit mal dans de cette succession option. Au départ, parce qu'on calcule le montant de la nue propriété et on voit si ça dépasse les abattements ou pas, donc il y a les droits de succession. Mais à partir de ça, effectivement, il n'y en a plus au deuxième décès. Ok. J'essaie de faire une synthèse un peu là maintenant du cas du décès. Et après, on va rentrer dans les cas un peu plus compliqués. Il y a les enfants non communs qu'il faudra qu'on aborde. Et justement, parce que les enfants non communs, on va les mettre dans les cas particuliers spécifiques, parce que de nos jours, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans ce cas-là. Mais donc, faisons très simple. Maintenant, vous avez compris que si vous décédez, vous n'avez rien prévu, c'est pour vos enfants, en cas de concubinage et en cas de pax. Tout à fait. Si vous n'avez rien prévu. Tout à fait. Si vous n'avez rien prévu. En cas de pax, vous pouvez plus facilement, en tout cas, prévoir de donner et de protéger votre conjoint qu'en cas de concubinage. En cas de votre partenaire, tout à fait. Voilà. Partenaire, effectivement. Mais ça reste, vous n'êtes pas héritier par défaut, quoi. Du tout. Alors que si vous êtes marié, que ce soit en séparation de biens ou en régime légal, vous êtes, entre guillemets, dans la liste des héritiers, même si vous n'êtes pas un héritier réservataire, mais vous avez quand même un droit sur quelque chose. Je précise parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent... c'est une erreur de raisonnement. En fait, ils ont l'impression que le régime du mariage en séparation de biens, ça protège de tout. Et qu'en fait, l'autre n'est pas héritier. Mais en fait, non. C'est la grosse différence. Non. Ça, c'est une erreur que je vois beaucoup. Je ne sais pas si tu la vois des fois. Aucun changement là-dessus. C'est que, en fait, c'est pas parce que tu es marié en séparation de biens que, entre guillemets, c'est chacun pour soi, pour toujours, dans tous les cas. En fait, non. C'est que l'autre, il devient vraiment héritier aussi et recevra une part lors de votre décès. Je le précise. Exactement. Et point important, comme tu dis à chaque fois, le conjoint n'est pas héritier réservataire. On est marié, pas héritier réservataire. On a des droits légaux. Mais si testament de notre autre conjoint, car présence d'enfants communs pour mettre tout aux enfants, c'est possible. Oui, on peut lui interdire d'avoir. On peut lui interdire d'avoir tout simplement n'importe quel droit. Donc d'avoir rien. Il peut avoir rien. Mais alors, quelle est la différence finalement avec le Pacs et C'est par le testament. Alors que dans l'autre cas, c'est dans le droit légal, l'union libre et le Pacs n'ont rien. Et le conjoint est protégé par l'usufruit ou l'autre choix du quart de la pleine propriété. Et là, c'est le contraire. C'est-à-dire que par testament, on peut protéger son union et son Pacs. Et par testament, on peut aussi déshériter son conjoint en cas de présence d'enfants communs. C'est marrant parce que dans mes cours justement de gestion patrimoniale, il m'expliquait que le Pacs et le régime de mariage en séparation de biens tendaient à se rapprocher. Donc finalement, ce que tu dis, c'est qu'il y a un mécanisme qui rapproche l'un vers l'autre ou l'autre vers l'un. Mais qu'en fait, il y a une sorte de chemin naturel. Le Pacs est de plus en plus protecteur. Ouais, tout à fait. Voilà, Pacs, depuis la loi TEPA 2007, on a protégé l'héritier s'il est désigné dans un testament. Donc on s'en rapproche. Mais je rappelle juste que le droit légal veut que le conjoint est beaucoup plus protégé que le partenaire ou l'union libre. Et par testament, on peut changer la règle. Et c'est ça qui est important. Et faire rapprocher le régime de séparation de biens vers le Pacs et faire rapprocher le Pacs vers le régime de séparation de biens. Exactement. Très bien. Et donc, alors, juste pour préciser, quand tu es marié sous le régime légal et que c'est un bien commun, donc qui a été acquis après le mariage, dans ce cas-là, entre guillemets, tu peux pas déshériter ton compagnon.
enfin ton époux ou ton épouse, parce que pour le coup, en fait, il est à moitié propriétaire de toute la masse commune. Donc en fait, Exactement. sur cette partie-là, tu peux pas vraiment te déshériter dans le Il sens où gardera 50%. il aura toujours ses 50%, en fait, quoi qu'il arrive. Enfin, je le précise. Tout à fait. En cas de présence d'enfants communs, on peut le déshériter uniquement des 50% restants. Voilà, de sa Voilà. part à soi. Exactement. Ok. En cas de non-présence d'enfants, je le rappelle, il détient un quart en pleine propriété dans tous les cas. Il Voilà. est héritier réservataire. Voilà. Ah oui, voilà, exactement. Très bien. Bon, j'espère que les gens arrivent à nous suivre parce que c'est quand même assez Ah, intense. c'est très complexe. C'est intense. J'espère que vous avez pris votre stylo et tout. Au pire, vous réécoutez une deuxième fois. Et puis pour finir sur les droits de succession, comme j'en ai parlé pour l'Union libre, le PACS, n'hésitez pas à savoir aussi que le mariage, vous n'avez pas de droit de succession. Exactement. Donc c'est le même principe que le PACS avec testament. Voilà. Avec testament. Avec testament. Exactement. Donc c'est parfait. Franchement, c'est génial. Moi, je trouve ça hyper limpide, mais c'est vrai que ça doit être costaud à écouter pour des gens qui n'ont pas l'habitude des termes. C'est très technique. Voilà. Il faudra l'écouter peut-être 2 fois. Voilà. Mais encore, je trouve que ça va. On reste assez simple. Ouais, on essaye. C'est pas mal. Et donc, maintenant, j'avais envie de parler d'un cas que je trouve très important à aborder parce qu'en réalité, il est hyper répandu, même dans nos membres du club, etc. Enfin, c'est des cas qui arrivent. On est avec quelqu'un, peu importe quel régime juridique dans lequel on est, mais l'un des deux a déjà un enfant d'une première union. Donc ça fait toujours très peur parce que, imaginons, on est avec quelqu'un qui avait déjà un enfant avec donc l'ex-femme, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai pas envie de me retrouver associée avec l'ex-femme si jamais mon mari décède, machin, là, là. Et du coup, en fait, ça fait super peur parce que souvent, c'est des situations quand même qui sont compliquées avec les autres parents des anciens enfants, enfin des premiers enfants. Je sais pas si je m'explique clairement, mais en tout cas, voilà. Comment est-ce que je peux, dans les différents cas de figure, déjà, comment ça se passe? Qu'est-ce que ça change d'avoir eu des enfants d'une première union par rapport à tout ce qu'on s'est raconté? Les enfants d'une première union, c'est que dans le cas de l'Union libre ou le PACS, même principe, sans testament, on va se retrouver cette fois-ci, non pas avec des enfants qui sont communs, mais avec l'enfant de l'autre personne. Et donc, si c'est quelqu'un qui vous déteste, ça peut être le cas, vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui vous déteste en indivision sur un bien à 50-50. Et si l'enfant est mineur? Et si l'enfant est mineur, c'est le juge qui va gérer, ou l'administrateur légal. Et donc, l'administrateur légal, ça peut être l'ex. Voilà. Donc on peut se retrouver en indivision finalement avec, certes, c'est l'enfant, mais c'est l'ex qui décide si l'enfant est mineur. Quoi. Exactement. Donc c'est quand même intéressant juste de souligner tout ça. Et puis pour le conjoint. Voilà. Donc quand on est marié maintenant. Cette fois-ci, en cas de décès. Donc on s'est remarié du coup. On s'est remarié. En cas de décès, je le rappelle, en cas de présence cette fois-ci d'enfants non communs de l'un ou l'autre, vous ne pouvez plus choisir l'usufruit. Vous allez devoir choisir obligatoirement le quart en pleine propriété. Point important, votre conjoint peut également vous protéger par une donation dernier vivant et vous ajouter la possibilité de prendre l'usufruit. Je le rappelle quand même, ça veut donc dire qu'on peut rajouter la possibilité de prendre l'usufruit à sa nouvelle femme ou son nouvel homme. Et si cette nouvelle femme ou ce nouvel homme a un âge qui est fortement différent avec le sien et qui se rapproche de l'âge de ses enfants, on va se retrouver avec un usufruitier qui a 30 ans et un nu-propriétaire qui a 20-25 ans. Donc, si ça se trouve, vous ne toucherez jamais le bien immobilier en pleine propriété, car la personne décédera peut-être après vous. Donc ça, c'est aussi une autre complexité qu'on peut voir avec certains clients, nous, de notre côté, et qui peut faire peur. C'est-à-dire que la donation au dernier vivant, il faut beaucoup y réfléchir, et peut-être plutôt ajouter des droits par testament à son nouveau conjoint ou sa nouvelle conjointe, s'il y a des enfants non communs. C'est pour protéger aussi les personnes du premier lit. Point important, peut-être que certains conjoints ou conjointes se disent aussi, oui, mais moi, j'ai pas envie que mon enfant commun, mon enfant du premier lit, hérite. Il héritera forcément d'une partie de votre patrimoine, vous l'avez compris, par la réserve héréditaire. Ça, c'est certain. Par contre, il héritera de cette partie-là. Et donc, ça veut dire que l'autre partie, vous pouvez la donner à la personne de votre choix. Et donc, vous pouvez cette fois-ci ajouter la donation dernier vivant pour le protéger un peu plus, pour lui offrir l'usufruit sur le bien principal, pour le protéger d'un point de vue général. Mais sachez que toute décision emporte vraiment des décisions de lourdes conséquences. Ouais. Donc, il faut vraiment prendre le temps de les analyser. Nous, on est là et on accompagne nos clients sur tous ces sujets-là parce que c'est vraiment des sujets qui sont cruciaux et que beaucoup de personnes oublient. Et c'est des situations qu'on voit tous les jours aujourd'hui. Parce qu'un couple sur deux se sépare, beaucoup de personnes se remarient. Et donc, il faut protéger le nouveau mariage, protéger aussi les enfants d'un premier lit et les enfants communs. Ouais. Et c'est très complexe. En fait, moi, ce qui m'agace aussi souvent sur ce sujet-là, c'est moi, tout ça me passionne et j'observe les cas chez les gens, c'est que les gens se disent oh là là, il y a des enfants d'un premier lit, donc il faut que je me marie avec ma nouvelle femme pour protéger ma nouvelle femme. Enfin, je parle d'exemple. D'un point de vue global. Mais en fait, c'est simpliste, je trouve, comme raisonnement, parce qu'en réalité, à l'instant où tu te maries finalement avec
la nouvelle personne, tu déshérites partiellement tes enfants d'un premier lit. C'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir cette conscience. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un gagnant, il y a un petit peu un perdant, tu vois. Enfin, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu, moi, je sais pas, c'est un peu une cause pour moi. C'est de bien se rendre compte que si tu as un enfant d'un premier lit et que tu te remaries avec ta deuxième femme avec qui tu as un enfant, dans le cas où tu décèdes et que tu es marié, bah en fait, donc là, au total, tu as 2 enfants biologiques, donc le premier et ton deuxième en union. Tu me surveilles si mon cas il est bien. Non, c'est tout bon. Donc, pour l'instant, on est dans l'explication du cas, tout va bien. Voilà, donc il y a 2 enfants. Mais donc, comme tu as 2 enfants et que tu es en mariage et que tu n'as rien prévu, tu n'as pas fait de testament, voilà, tu dis c'est bon, je suis protégée, je suis mariée. En fait, quand tu vas décéder, ton ex-femme, ta femme actuelle aura un tiers et les 2 autres enfants. Un quart. Ah oui, c'est un quart. Ah oui, parce que même si tu n'as que 2 enfants, c'est un quart. Un quart par la loi et le reste aux enfants. Parfait. Mais ils doivent avoir un tiers au minimum. C'est-à-dire qu'il peut aller jusqu'à un tiers pour sa femme s'il s'il veut le pousser. Voilà, mais sinon c'est un quart. On part du principe qu'il n'a rien prévu. Donc un quart pour sa femme. Donc il y aura 25% qui va aller à la femme. Et du coup, la moitié. 37,5 et 37,5 pour voilà, merci pour le calcul. 75% pour le reste. Donc en fait, à l'instant où tu t'es marié, finalement, tu as fait passer ton premier enfant de 50% qu'il allait hériter à 37,5. Parce que les 25% de la femme iront ensuite à son enfant. À son enfant. Donc en fait, il faut bien se rendre compte qu'à l'instant où tu te maries finalement et que tu avais des enfants d'un premier lit, tu vas défavoriser au moment de ton décès et donner. Enfin, je le dis parce que c'est pas. Les gens n'ont pas conscience en fait. Non, mais c'est très important. Et par contre, ça, tu peux le contrer par un testament. Très bien. Par exemple, l'usufruit sur certains biens peut être donné à la femme. Je pense souvent au bien principal, parce qu'il faut quand même protéger la conjointe ou protéger le conjoint, c'est hyper important. Pour la résidence principale. Et on peut donner l'usufruit et dire du coup que l'usufruit, quand elle va décéder, la nue propriété ira donc à son enfant en prorata et au beau pourcentage des 2 enfants, c'est-à-dire 50-50, et l'usufruit va rejoindre la nue propriété, et donc les 50-50 reviendront bien à la pleine propriété de chaque enfant. Et donc là, on protège chacun. On peut aussi décider de donner directement 50-50 à chaque enfant et de décider que la conjointe ne touche rien. Mais c'est par testament qu'on peut faire ça. Je pense que la meilleure option, c'est souvent l'usufruit sur les biens principaux, sur les biens qu'il faut protéger, avec la nue propriété. Comme ça, là, on évite effectivement ce que tu viens de dire, une différence entre les enfants. Point important, et je le vois souvent, certaines personnes veulent faire des différences. Et donc, il faut savoir ce que prévoit la loi. En tout cas, ce qui est étrange, effectivement, c'est que la loi prévoit ici quelque chose pour une différence entre les enfants. Et effectivement, ça, c'est quelque chose, on n'a pas l'impression que c'est normal, mais la loi le prévoit. Il y aura une différence entre les enfants. Oui. De manière légale, il y a une différence entre les enfants. En général, en plus, en fait, il faut aussi dire, parce que je trouve ça important, c'est qu'un testament, en fait, l'objectif, c'est de le faire varier tout au long de sa vie. Effectivement. C'est-à-dire que tu peux, à un moment donné, parce que tu as un enfant mineur et un autre enfant majeur qui est déjà indépendant, te dire, il faut plus que je protège le plus jeune parce qu'il a encore ses études à financer, etc. Et alors que l'autre, il a déjà construit sa vie. Mais en fait, une fois que l'autre est devenu majeur et a aussi construit sa vie, peut-être que là, tu peux rechanger les choses et faire varier en fait ton patrimoine et tes testaments, etc. au fur et à mesure de l'évolution des choses, quoi. Et tu sais que le coût du conseil peut avoir beaucoup de valeur. Le conseil fiscal, juridique et social, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça a énormément de valeur en termes de podcast. Ce qui est important de comprendre, c'est que le notaire, lui, s'il doit juste renseigner l'acte et mettre l'acte dans quelque chose de notarié et donc de protéger l'acte testament, ça coûte 30 €. Donc, ce n'est pas un coût important. Par contre, le coût du conseil peut valoir un peu plus d'argent. Mais c'est logique. Vous faites conseiller, vous faites accompagner. La personne qui passe du temps sur votre dossier doit pouvoir se rémunérer par honoraire ou par autre situation. Le podcast sert déjà à prendre quelques considérations et à comprendre certaines choses. Peut-être que vous aurez besoin d'aller plus loin par la suite. Mais ce que je veux dire ici, c'est que le coût d'un testament, ce n'est pas très élevé. Donc, le faire évoluer tout au long de sa vie, peut-être pas tous les ans, ça ne sert à rien. Tous les 5 ans, mais peut-être. Voilà, tous les 5. En fait, dès qu'il y a un changement majeur. Ou un changement. Dès qu'il y a un changement majeur, j'ai un nouvel enfant, peut-être que je re-regarde. Je prévois d'avoir 2-3 enfants, je vais attendre d'avoir fait les 2-3 enfants, et puis je vais le faire. Et puis, par contre, là, je viens de me séparer, je vais re-regarder ce que j'avais fait à l'époque. Ainsi de suite. À chaque changement majeur, je pense que c'est important. C'est parfait. Franchement, je pense que, j'espère en tout cas que ceux qui sont restés jusqu'au bout, bravo, je suis trop contente. Sur la séparation, c'était compliqué. Sur la succession, c'est vrai qu'on a donné beaucoup d'éléments clés. Ouais. Bon, on n'a pas du tout. Là, j'ai décrété que dans cet épisode, on ne parlait pas d'optimisation aussi pour la succession, etc. Enfin, voilà, on peut en parler des heures. Oui, parce que si on parle de la fiscalité, on commencera à faire peur. Voilà. Mais en tout cas, c'est important. En tout cas, j'avais envie que cet épisode soit un moment de prise de conscience pour les gens qui nous écoutent, de se dire, peut-être que mes connaissances ultra basiques ne sont peut-être pas suffisantes. Il faut peut-être quand même que je me
pose des questions un peu plus loin, de se rendre compte que de se faire conseiller peut être vraiment intéressant. Et surtout, moi, je dis toujours que quand tu vas te faire conseiller, viens déjà de façon un peu structurée, d'avoir réfléchi, d'avoir des notions de base, parce que sinon, tu bois les paroles et avec la bouche en cœur, comme je dis. Et en fait, tu vas pas en tirer le plus de valeur. Donc, essaye de bien comprendre les mécanismes, de te poser la question. Et même peut-être que l'exercice que vous pourriez faire aujourd'hui avec cet épisode, c'est de vous dire, OK, par rapport à ce qu'ils ont raconté, qu'est-ce qui se passe si je me sépare? Exactement. Et qu'est-ce qui se passe si je décède ou mon conjoint décède? Et juste poser un papier et se rendre compte de ce qui se passe. Juste comme ça. Et ça, c'est un petit exercice, ça va peut-être vous prendre 20 minutes ou peut-être un peu de recherche. Vous pouvez toujours vous aider de ChatGPT aussi, il peut vous orienter, même si des fois il peut dire des bêtises. Ça peut vous aider un petit peu. C'est vrai. Et après, dans un second temps, vous posez la question d'aller voir à quelqu'un qui vous conseille pour structurer les choses intelligemment. Mais c'est vrai, oui, effectivement. C'est très, très important de se faire accompagner, je pense, quand les situations sont complexes, quand les situations sont assez simples. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions aujourd'hui. Oui. Super. Merci beaucoup, Jérémy. Donc, où est-ce que les personnes qui t'ont apprécié peuvent te retrouver? Et d'ailleurs, peut-être que les personnes se disent, non, mais il a l'air hyper pédagogique, hyper sympa. Je vais le contacter pour faire un point sur ma gestion patrimoniale, faire un bilan patrimonial. D'accord. D'ailleurs, ça veut dire quoi, bilan patrimonial? Un bilan patrimonial, c'est juste faire le point tout simplement sur vos objectifs, comprendre où vous en êtes dans la vie, comprendre votre situation et peut-être relever certains points, certains éléments et peut-être vous apporter des solutions à des objectifs tout simplement. Ouais. En tout cas, moi, je recommande de faire ce genre de démarche, surtout quand on n'a pas grand-chose en patrimoine. Quand on est le début ou quand on développe, voilà. Pas forcément. Mais dès qu'on a plus de 200 000 euros de patrimoine, là, les amis, il faut commencer à vous intéresser à la chose, quoi. Ouais, il faut commencer à réfléchir effectivement fortement. Tu vois, voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup, Jérémy. Je t'ai pas demandé comment est-ce que les gens peuvent te contacter. J'ai oublié de le dire. Alors, sur LinkedIn, Jérémy Doyen, tout simplement. Sinon, on est présent sur Instagram, Bonnet Doyen Conseil. On a beaucoup d'abonnés. Et puis, sur notre podcast, où on continue cette pédagogie, on continue tout ça, l'art de la gestion patrimoniale. Et donc, si quelqu'un veut envisager un bilan patrimonial avec toi, c'est plutôt sur LinkedIn, le plus simple. On va me retrouver très rapidement sur un site internet, Bonnet Doyen Conseil. Vous prenez directement sur le site internet. Sur notre site internet. C'est le plus simple. Si vous allez sur Instagram ou le podcast, vous allez très vite avoir le lien vers le site internet. Et sinon, c'est Bonnet Doyen Conseil, tout simplement. Ok, parfait. Je compatis parce que comme tu as beaucoup d'abonnés, moi déjà j'ai du mal à gérer le nombre de messages Instagram. Je pense que si vous envoyez un message sur Insta, ça risque de se perdre. Donc voilà. On essaie de répondre à tout le monde, pour être honnête. Très bien. On répondra à tout le monde, mais par contre, on fait le nécessaire. Effectivement, sur le site, c'est plus facile pour nous de pouvoir avoir un vrai échange et un échange de qualité. Voilà. Sachant que je sais que mes auditeurs sont de haute qualité, donc voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode, donc vous pourrez directement retrouver les liens vers le site, etc. de Jérémy. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée.